Le destin, parfois, semble écrire des histoires avec une plume trempée dans l'ironie du sort. Ce lundi 14 juillet 2025, alors que les drapeaux tricolores flottaient fièrement dans le ciel de Paris, que les feux d'artifice se préparaient à embraser la nuit et que la nation célébrait sa fête nationale, une autre forme de silence s'est abattue sur le pays, celui du deuil médiatique. Ce jour-là, Thierry Ardisson, figure aussi brillante que controversée de la télévision française, s'est éteint à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie. Une annonce faite dans la matinée par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, est confirmée par ses proches dans un communiqué sobre et digne. Mais ce qui bouleverse autant qu'il intrigue, c'est que cette disparition n'a rien d'ordinaire dans sa symbolique. Thierry Ardisson n'est pas mort un 14 juillet par hasard. Il en rêvait. Ce n'est pas une exagération journalistique, ni une interprétation romantique posthume. Il l'avait exprimé de son vivant, il y a 20 ans, à une consoeur. Isabelle Morini-Bosque, chroniqueuse et journaliste chevronnée, l'a rappelé au micro de RTL avec une émotion contenue. Il y a 20 ans, Thierry m'avait confié que son rêve était de mourir un 14 juillet. Il m'avait dit « Moi j'aime la France, j'ai la grandeur de la France dans le sang, ce serait beau de partir un 14 juillet ». Une phrase prononcée comme une provocation, un vœu secret, un désir esthétique. Avec Ardisson, on ne sait jamais vraiment. Ce qui est certain, c'est que cet homme du verbe et du symbole n'a jamais rien laissé au hasard. Sa vie fut une mise en scène, son image soigneusement pensée, ses silences aussi calculés que ses provocations. Mourir un 14 juillet, c'est quitter la scène comme on la domine, en imposant le timing, le décor et le message. Ce choix, s'il en est un, renvoie aussi à la complexité de sa pensée politique et culturelle. Longtemps perçu comme un homme de gauche dans sa jeunesse, proche de certains milieux intellectuels engagés, Ardisson avait fini par se définir comme royaliste, une prise de position rare, voire incomprise dans le paysage audiovisuel français. Mais fidèle à lui-même, il assumait ce paradoxe sans jamais craindre le qu'en dira-t-on. Et c'est précisément cela qui rend sa mort un 14 juillet encore plus marquante. Mourir le jour où la République célèbre sa naissance, quand on se revendique monarchiste, c'est le comble de l'autodérision ou l'ultime pied de nez. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait d'attendre. Beaucoup ont été touchés par cette disparition, mais nombreux sont ceux qui ont relevé l'ironie de ce départ si scénarisé. Il avait annoncé son propre final comme dans un épisode bien écrit, peut-on lire sur X, ex-Twitter. D'autres y voient un clin d'œil typique d'Ardisson qui a toujours su manier le temps, les symboles et la mise en abîme avec une finesse cruelle. Mais cette date n'est pas qu'un symbole politique ou historique. Elle parle aussi de spectacle, de fête, de foule, de mémoire collective. Mourir un 14 juillet, c'est inscrire sa disparition dans un jour où les Français, unis dans la célébration, vivent une communion rare. C'est faire de son départ un moment partagé, capté, commenté, vécu collectivement. Ce que Thierry Ardisson savait mieux que quiconque, lui qui avait toujours placé la télévision comme un miroir des émotions françaises. Loin d'un hasard morbide, cette mort semble aujourd'hui raconter quelque chose de plus grand. Le lien charnel d'un homme avec son pays, ses contradictions et ses mythes. Ardisson n'a jamais été un patriote banal. Il n'agitait pas les drapeaux pour plaire. Il interrogeait l'identité française à travers ses émissions, ses invités, ses références et ses provocations. Sa francité était profonde, dérangeante parfois, mais toujours réfléchie. C'est sans doute cela qui le distinguait. Un homme de télévision, oui, mais aussi un homme d'histoire, avec un grand H, même s'il le disait rarement à haute voix. Il y avait en lui quelque chose du personnage hugolien, mêlant grandeur et tragédie, ironie et lucidité. Une figure presque théâtrale que cette mort vient couronner avec une élégance macabre. Thierry Ardisson, roi sans couronne de la télévision, a quitté le monde le jour où la République célèbre son triomphe. Et cette coïncidence, si elle en est une, restera à jamais gravée comme un acte final parfaitement maîtrisé. Il avait toujours su capter la lumière, mais lorsqu'elle devenait trop crue, trop cruelle, Thierry Ardisson savait s'en éloigner. Depuis plusieurs semaines, loin du tumulte médiatique, il luttait en silence contre un cancer du foie. Une maladie qu'il n'avait pas exposée, pas mise en scène comme tant d'autres figures publiques. Fidèle à lui-même, il avait choisi la discrétion, préférant sans doute laisser la place à son œuvre plutôt qu'à son agonie. Une décision en cohérence avec son style, fait de maîtrise, de mystère, d'élégance. C'est à l'hôpital américain de Neuilly, établissement prisé par les personnalités françaises, qu'il avait été admis, affaibli mais lucide. Les visites étaient à limiter, le cercle réduit. Sa femme, Audrey Crespo-Mara, ainsi que ses enfants et ceux de son épouse, ont été les derniers gardiens de cette intimité fragile. Ils ont accompagné les derniers instants de celui que la France connaissait comme l'homme en noir, mais que seul appelait simplement Thierry. Dans le communiqué transmis à l'AFP ce lundi 14 juillet, le ton est sobre, solennel et profondément humain.
Thierry Ardisson est décédé, entouré des siens, à 76 ans, d'un cancer du foie ce lundi 14 juillet à Paris. Quelques heures plus tard, Audrey Crespo-Mara prenait elle-même la plume pour apporter une touche plus personnelle, plus intime à cette annonce. Des mots forts, simples mais puissants, Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre, avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui, jusqu'à son dernier souffle. Ces lignes ont immédiatement touché les cœurs des Français, tant elles reflètent à la fois la pudeur du couple et la densité du lien qui les unissait. Car Audrey n'était pas simplement sa compagne de vie. Elle était son double discret, sa confidente, celle qui avait su composer avec l'ombre flamboyante d'un homme hors du commun, tout en gardant son identité propre. Leur relation avait toujours été équilibrée, sans fioritures, loin des éclaboussures médiatiques qui accompagnent souvent les unions célèbres. Dans ses rares interviews, Ardisson évoquait toujours Audrey avec respect, tendresse et une forme d'admiration presque pudique. Elle était son ancrage, sa stabilité. Aujourd'hui, elle devient aussi la voix de sa mémoire. Le choix du silence face à la maladie n'était pas un hasard. Il est à replacer dans le parcours d'un homme qui, tout en vivant sous les projecteurs, a toujours cultivé une forme de mystère et de contrôle de son image. Ardisson savait que la médiatisation de la souffrance peut émouvoir, mais aussi lasser, banaliser. Il refusait cela. Il voulait que son dernier message ne soit pas un gémissement, mais un rappel de la dignité qu'il revendiquait depuis ses débuts. Ce retrait progressif avait toutefois inquiété certains observateurs ces derniers mois. Moins présent à l'écran, plus rare dans les médias, le silence d'Ardisson avait de quoi troubler dans un monde où chaque absence se remarque. Quelques rumeurs avaient circulé, mais elles furent vite étouffées. Par respect, sans doute, ou peut-être par crainte de déranger un homme qui savait se faire respecter sans hausser le ton. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Quand il se taisait, personne n'osait combler le vide. Loin de chercher à provoquer l'émotion publique, Ardisson a donc préféré un départ à l'image de son élégance noire et de sa lucidité blanche. Il n'aura pas laissé de lettre ouverte, pas de vidéo d'adieu, pas de mise en scène. Juste un timing saisissant, une date choc et un entourage uni. Et c'est peut-être cela, paradoxalement, qui aura généré la plus grande émotion. L'absence de dramatisation rend l'adieu plus profond, plus vrai. Les larmes sont silencieuses, les mots sont pesés. Son combat contre le cancer, s'il fut discret, n'en fut pas moins intense. Il aurait pu se plaindre, crier son désespoir, faire appel à la compassion collective. Il ne l'a pas fait, il a préféré rester debout, digne, fidèle à l'idée qu'il se faisait de la mort, une dernière scène qu'il convenait de jouer sans tricher. En cela, il s'inscrit dans la lignée de ceux pour qui la fin n'est pas une déchéance mais un aboutissement. Une conclusion comme un point final qui ne doit jamais effacer la force de ce qui a été écrit avant. Thierry Ardisson savait qu'il allait mourir. Il l'a accepté. Il ne l'a pas subi. Et en partant dans ces conditions, il nous enseigne une dernière leçon. Le silence peut être plus bouleversant qu'un cri. Et la mort, parfois, plus poétique que la vie. Si la télévision française a connu ses heures de gloire, c'est en partie grâce à des figures comme Thierry Ardisson, capable de transformer un plateau télé en arène intellectuelle, en laboratoire de provocation ou en miroir sociétal. Derrière ses lunettes noires et son éternelle veste sombre, l'homme en noir n'était pas qu'un animateur, il était un concepteur, un inventeur de format, un auteur, un styliste de l'audiovisuel. Son parcours, entamé à la croisée de la publicité et de la presse, est celui d'un homme qui a imposé sa signature là où beaucoup se contentent de lire le prompteur. C'est dans la publicité qu'il forge d'abord son sens de la formule. Dans les années 70, il crée des slogans restés cultes. Chez La Paire, il n'y en a pas deux, chaussée aux moines, la tradition a du bon et marque l'inconscient collectif. Mais très vite, la publicité ne suffit plus à exprimer sa soif de parole, de confrontation et d'analyse. Il veut aller plus loin, inventer des cadres où la parole serait libre, acérée, parfois dangereuse, mais toujours captivante. Et c'est ainsi que commence son histoire d'amour avec la télévision. Au fil des décennies, Thierry Ardisson a imaginé et animé des émissions devenues les mythiques, Lunettes noires pour Nuit blanche, Paris dernière, Tout le monde en parle, 93, Faubourg Saint-Honoré, Salut les terriens, et plus récemment, les terriens du samedi. Chaque émission portait sa patte. Un mélange de culture et de provocation, d'humour noir et de réflexion profonde, de clash redoutés et d'invités inattendus. Le style Ardisson, c'était l'art du paradoxe maîtrisé. Il pouvait recevoir un prix Nobel et une starlette de télé-réalité sur le même canapé, poser des questions intimes avec un flegme aristocratique et faire rire en citant Nietzsche ou Bukowski. Il imposait à ses invités un rythme, un ton, une exigence. Chez lui, la complaisance n'avait pas sa place. Il fallait oser, se livrer, parfois se brûler. Mais derrière l'homme qui aimait choquer se cachait un vrai travailleur de l'ombre, un perfectionniste, un scénographe de la parole. Chaque émission était pensée comme un spectacle au millimètre, où la lumière, le silence, la musique et les mots formaient un tout.
Il dirigeait ses équipes avec exigence, parfois dureté, mais toujours dans la quête de l'excellence. Ce n'était pas un animateur au sens classique du terme, c'était un auteur qui utilisait l'écran comme un écrivain utilise la page blanche. Sa popularité, paradoxalement, n'a jamais sombré dans la facilité. Il ne courtisait pas le public, il l'interpellait, il ne flattait pas l'invité, il le confrontait, il ne s'adaptait pas à l'air du temps, il le défiait. Et c'est précisément cela qui a fait de lui une figure respectée, voire crainte, mais jamais indifférente. On ne zappait pas Ardisson, on restait pour voir qui allait tomber le masque ce soir. Isabelle Morini-Bosc, qui l'a bien connu, résume cela avec une phrase forte. Ardisson, c'est l'homme en noir, mais surtout l'homme qui a permis aux téléspectateurs de s'encanailler sans sortir la nuit. Ce n'est pas anodin. Il avait compris que le public avait soif de vérité, de tension, d'ambiguïté, et que la télévision, trop souvent aseptisée, pouvait devenir un lieu d'expérience sociale. Mais Thierry Ardisson ne se résumait pas à ses provocations. Il était aussi un fin connaisseur de la culture française, un lecteur passionné, un amoureux du cinéma, de la littérature et des grands auteurs. Il citait Céline autant qu'il regardait les clips de rap. Il disséquait les postures médiatiques comme un sociologue et savait détecter dans un mot, une pause ou un soupir la faille d'un invité. Il n'écoutait pas pour répondre, il écoutait pour démasquer. Sa maîtrise du verbe, sa voix grave, ses silences lourds de sens ont contribué à faire de lui une figure unique dans le paysage audiovisuel. À l'opposé des animateurs à la diction mécanique, Ardisson imposait une temporalité à part, un rythme lent mais intense, comme un metteur en scène de théâtre. Le plateau devenait alors un huis clos, une chambre d'écho, où chacun venait se confronter à soi-même. Avec lui, la télévision avait encore quelque chose à dire. Et s'il a parfois divisé, choqué ou lassé, il n'a jamais cessé de faire réfléchir. Dans un monde où l'image est souvent creuse, il offrait du sens, de l'insolence et de la matière. Et c'est pourquoi, au moment de sa mort, le silence qui entoure son départ semble presque incongru. Comment imaginer l'audiovisuel sans la voix, la posture, l'impertinence de celui qui l'a tant façonné ? S'il est une dimension souvent sous-estimée de la carrière de Thierry Ardisson, c'est bien celle de découvreur de talent. Derrière ses lunettes noires, ses remarques corrosives et son aura de dandy provocateur se cachait un œil acéré, un instinct presque animal pour repérer les personnalités en devenir, celles qui allaient la briller, exploser, bouleverser l'écran ou la scène. Ardisson n'était pas seulement un animateur de talk-show. Il était aussi un accoucheur d'artistes, un passeur d'avenir, un homme qui savait détecter la pépite au milieu du bruit. Dès les années 1990, il conçoit et soutient des programmes qui marquent durablement le paysage audiovisuel. Parmi eux, Graines de Star. Diffusée sur M6 entre 1996 et 2003, cette émission de divertissement offrait une scène aux humoristes, chanteurs, imitateurs ou magiciens en herbe. C'est là que le grand public découvre pour la première fois des artistes aujourd'hui incontournables. Jean Dujardin, alors encore inconnu, y présente son duo comique « Nous c'est nous », avant de conquérir la France avec Un gars, une fille, puis Hollywood avec The Artist. Michael Gregorio, lui aussi révélé par l'émission, devient l'un des imitateurs les plus brillants de sa génération. Mais ce que peu savent, c'est qu'Ardisson suivait de près ses talents, parfois même en coulisses, leur prodiguant conseils, encouragements, voire mises en garde. Il n'était pas simplement un producteur ou un facilitateur, il se sentait responsable de ceux qu'il révélait au public. Il voulait qu'ils tiennent à la distance, qu'ils ne soient pas broyés par la machine médiatique qu'il connaissait si bien. Il comprenait mieux que quiconque la cruauté de ce milieu. Et s'il était capable d'ironie à l'antenne, il se montrait protecteur et généreux dans l'ombre. Son flair ne se limitait pas aux jeunes talents. Dans ses émissions talk-show, Ardisson a invité, réinvité, mis en lumière des artistes ou des penseurs que la télévision traditionnelle boudait. Il n'hésitait pas à convoquer des figures du rap, des intellectuels controversés, des stars du X, des écrivains confidentiels ou des militants au discours décapant. Là où d'autres recherchèrent le consensus, lui préférait la friction, convaincu que la confrontation des mondes produisait de l'intelligence. Et surtout, il savait écouter, vraiment. C'est peut-être là le secret de sa capacité à révéler. Il offrait un espace d'expression rare, un lieu où la parole, même maladroite, même dérangeante, avait sa place. Il ne jugeait pas, il ne coupait pas la parole à tout bout de champ, il attendait. Et dans ce temps suspendu, les invités osaient, se lâchaient, se montraient sous un jour inédit. Pour certains, cette liberté pouvait être déstabilisante. Mais pour ceux en quête d'une première vraie exposition, c'était une chance inouïe. Combien de carrières ont été boostées par un passage chez Ardisson? Combien de phrases cultes, d'images fortes, de confessions inattendues ont surgi de ces plateaux? Il ne faisait pas de télé pour divertir seulement, il voulait marquer les esprits, laisser une empreinte. Et cela passait aussi par le choix minutieux des invités, des chroniqueurs, des anonymes venus se raconter. Là encore,
on retrouve cette dimension presque monarchique de son personnage. Ardisson régnait sur un royaume d'ombre et de projecteurs, distribuant les rôles, accordant des audiences, imposant des silences. Il n'était jamais neutre, jamais passif. Il composait, et dans cette mise en scène perpétuelle, il savait qui avait du génie et qui ne tiendrait pas 2 saisons. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, lui rendent hommage pour cette main tendue, ce regard juste, ce oui donné à un moment charnière de leur parcours. Car l'homme qui semblait si distant, si froid parfois, était aussi un grand sentimental, capable de s'enthousiasmer sincèrement pour un jeune talent, de vibrer à une voix, un regard, une attitude. Il savait que le vrai charisme ne s'invente pas, il se ressent. En cela, son héritage dépasse largement l'écran, il est dans les carrières qu'il a lancées, dans les discours qu'il a déclenchés, dans les vocations qu'il a encouragées, il est dans cette vision de la télévision comme un tremplin, un miroir, un révélateur, et non un simple robinet à contenu. Aujourd'hui, des dizaines d'artistes, d'humoristes, de penseurs lui doivent un morceau de leur histoire. Et cette dette, silencieuse mais profonde, fait de Thierry Ardisson un bâtisseur invisible de l'espace médiatique contemporain. Il ne cherchait pas la reconnaissance pour cela, il ne réclamait rien. Mais au moment de son départ, les hommages pleuvent, sincères, émus, touchés. Car derrière l'homme en noir, il y avait un éclaireur, un catalyseur de talent, un amoureux du risque qui savait que la télévision, quand elle ose, peut changer des vies. Il y a des figures publiques dont l'aura dépasse leur simple présence à l'écran. Thierry Ardisson appartenait à cette caste rare. Il ne se contentait pas d'apparaître à la télévision, il habitait l'époque. À la manière des grands personnages, il avait façonné son rôle, sculpté son image, peaufiné ses silences et choisi ses mots comme autant de pierres précieuses. Derrière l'homme en noir, icône médiatique au style tranchant, se cachait un homme de contradictions, de blessures, de convictions profondes et d'élan sincère. Longtemps, on l'a réduit à ses formules chocs, à ses interviews sulfureuses, à ses invités inattendus. Mais ce portrait en noir et blanc était bien trop simple pour cerner la complexité d'un homme qui n'a jamais aimé les cases, les étiquettes, ni les fausses familiarités. Car Ardisson n'était pas là pour plaire. Il était là pour déranger, stimuler, faire réfléchir. C'était un esthète, un penseur, un homme de goût, qui avait compris, avant beaucoup d'autres, que la télévision était une œuvre d'art fragile, mouvante, instable. Il se définissait lui-même comme royaliste, ce qui, dans une république si attachée à ses valeurs égalitaires, avait tout d'un acte de rébellion. Mais chez Ardisson, cette posture n'était pas une provocation gratuite. Elle reflétait une vision du monde, celle d'un homme nostalgique d'un certain ordre, d'une grandeur perdue, d'un raffinement que le monde moderne piétinait. Il était réactionnaire sans être obtus, élitiste sans mépris, classique sans ringardise. Et surtout, il était libre, farouchement libre, d'opinion, de ton, de forme. Cette liberté, il l'a toujours protégée. Il n'a jamais voulu être le pantin des chaînes, ni le complice des consensus mous. Il savait dire non, claquer des portes, arrêter des émissions au sommet de leur popularité. Non pas par caprice, mais par fidélité à une certaine idée de l'honnêteté intellectuelle. Il n'était pas dupe des jeux de pouvoir. Il avait vu la télévision changer, se normaliser, s'uniformiser, devenir frileuse, mesurée, commerciale. Cela l'attristait, mais il préférait s'en retirer que s'y fondre. Dans les dernières années de sa vie, il avait d'ailleurs exprimé, à plusieurs reprises, son désenchantement face au climat audiovisuel contemporain. Les talk-shows s'étaient clonés, l'impertinence avait disparu derrière les blagues convenues et les plateaux lisses. La télévision était devenue un spectacle sans surprise. Et Ardisson, homme de rupture, ne voulait pas en être. Il avait choisi de ne pas faire semblant, même si cela signifiait être moins visible, moins sollicité, moins dans le coup. Mais ceux qui ont partagé ces coulisses savent que le personnage public ne disait pas tout de l'homme privé. Thierry Ardisson était aussi un amoureux, un père, un ami fidèle, souvent pudique, parfois fragile. Il lisait énormément, écrivait chaque jour, passait des heures à penser ses projets. Il doutait beaucoup, mais il transformait le doute en exigence et l'exigence en style. Il n'a jamais cessé de chercher un sens, une forme, une phrase qui ferait mouche, un silence plus fort qu'un cri. Son élégance n'était pas seulement vestimentaire, elle était morale. Il refusait la vulgarité gratuite, la trahison, l'opportunisme. Il cultivait le secret dans un monde d'exhibition. Il préférait la fidélité à la hype. Et c'est cela qui, aujourd'hui, le rend si précieux dans nos souvenirs. À l'heure des contenus jetables et de la célébrité fugace, Thierry Ardisson avait bâti une œuvre. Une œuvre avec des hauts et des bas, certes, mais toujours marquée par une ligne claire, celle de l'intégrité. Sa disparition marque la fin d'un cycle, celui d'une télévision audacieuse, imprévisible, humaniste parfois, mais jamais passive. Il était le dernier roi d'un royaume disparu, celui où l'on pouvait encore bousculer sans détruire, provoquer sans haïr, rire de tout, sans tout banaliser. Un royaume où la parole était précieuse,
où l'on écoutait les silences, où l'on osait l'intelligence sans peur de perdre de l'audience. Thierry Ardisson ne reviendra pas. Il n'y aura plus d'homme en noir à l'écran. Mais il laisse derrière lui une trace indélébile, un modèle d'audace, de tenue, de singularité. Il n'était pas parfait et n'a jamais prétendu l'être. Il aimait les paradoxes, les tensions, les zones grises. C'est dans ces interstices qu'il trouvait la vérité des êtres. Ce 14 juillet 2025, il s'en est allé comme il a vécu, avec panache, mystère et un sens aigu du timing. En pleine fête nationale, dans le bruit des fanfares et sous les feux d'artifice, son dernier acte fut un adieu somptueux à la France, à la télévision, à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'histoire de Thierry Ardisson vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre émotion ou un souvenir marquant lié à lui. Votre voix compte. Que vous l'ayez admiré, critiqué ou découvert aujourd'hui, son parcours ne laisse personne indifférent. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains portraits et décryptages exclusifs. Activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et likez la vidéo si vous avez apprécié ce moment de mémoire et de réflexion. Ensemble, continuons à faire vivre la parole de ceux qui ont marqué leur époque. À très bientôt pour une nouvelle vidéo forte, humaine et sincère.